Mesdames, Messieurs, bonsoir. Instituée par la Constitution en 1990, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de réguler les médias. En période électorale, comme c'est le cas actuellement, elle est au cœur du processus en veillant à l'accès équitable des partis à ces médias, ceci à travers de multiples décisions publiées et vulgarisées. À quelques jours donc d'une nouvelle élection présidentielle dans notre pays, le Bénin, ETélé vous propose ce plateau spécial pour analyser ensemble avec vous les activités, donc le travail de cette institution qu'est la HAC. Les médias et la réglementation de la HAC, c'est donc le thème autour duquel vont porter nos échanges. Et pour ce fait, je reçois pour vous en plateau M. Marius Dossuovo. Bonsoir M. Dossuovo. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, ça va. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes docteur en droit privé et ancien secrétaire général adjoint de la HAC. C'est bien cela? Merci. Et également sur ce plateau, M. Marie-Richard Maïnlé, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste et ancien conseiller à la HAC. Merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Enfin, sur ce plateau, M. Jacques Aguia Daro, bien entendu. Bonsoir, M. Aguia Daro. Bonsoir. Vous êtes sociologue. Absolument. Merci bien. Merci à vous également d'être avec nous. Et chers amis téléspectateurs, vous allez pouvoir participer à cette émission également. Donc, restez avec nous. Alors, Marie-Richard Moïne, ma première question est à votre endroit. Vous êtes journaliste, vous êtes également observateur des activités de la HAC au fil des années. Quelle est votre appréciation donc de cette conduite, de cette évolution de l'institution qu'est la HAC? Oh, je ne sais pas si je peux répondre à votre question parce que je suis très mal placé pour parler de l'actuelle mandature de la HAC. Ce que je sais, c'est que chaque institution essaie de tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Il est vrai que chaque mandature apporte sa note. Et la mandature passée, je crois, avait essayé d'organiser un débat télévisé entre les deux candidats qui sont arrivés au second tour. Je veux parler des candidats Patrice Talon et Lionel Zissou. Oui. Et je pense que cette mandature a prévu dans sa décision de faire la même chose et d'ajouter aussi son grain de sel en organisant aussi un débat entre les vice-présidents des deux duos qui vont arriver au second tour, si éventuellement cela se produisait. Je pense que c'est toujours comme ça que l'institution évolue, conserve l'acquis et essaie d'ajouter sa dose. Très bien. Monsieur Aguiadaro, vous êtes sociologue. Oui, bon, ce que je peux dire, vous savez, les institutions ne sont pas forcément des instruments qui existent indépendamment du contexte dans lequel ils sont appelés à jouer leur rôle. Et c'est évident que la HAC dans les années 90, le contexte n'est pas le même. Oui. Et la HAC dans 2006, n'est pas le même. La HAC donc. Et pour comprendre, à mon avis, la HAC, il faut comprendre le contexte dans lequel on se retrouve et certainement les exigences. Et aussi comprendre un petit peu le niveau de complexité de l'exercice. Donc ça suppose que si on est venu aujourd'hui dans un contexte de réforme du système partisan, c'est normal que on ait aussi une institution comme la HAC qui restructure, redéfinit un petit peu son rapport au contexte électoral. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'une élection, c'est plusieurs parties prenantes, ce sont des maillons et chaque maillon a un rôle à jouer. Et la question de la communication, de l'information constitue quand même un enjeu pour toute élection. Donc, je pense que l'institution a essayé un petit peu d'apprécier un peu le contexte et s'est rendu compte que aujourd'hui on a besoin d'écouter la voix d'un duo et non la voix d'une personne. Donc c'est certainement aussi en voyant un petit peu, parce que quand vous avez un duo, c'est que la loi aussi attribue des rôles et crée des contextes dans lesquels la vice-présidente ou le vice-président peut être emmené à exercer une fonction, une responsabilité. Oui, bien évidemment. Donc, quand c'est le cas, ça ne sert à rien d'avoir un acteur qui passe sous silence, si tant est que le peuple a voté et pour lui et pour l'autre, donc le peuple a envie d'écouter. Le peuple a envie en tout cas de se convaincre un peu du choix qu'il est en train de faire. Donc, je pense que
plus les contextes sociopolitiques évoluent, plus le jeu électoral, le jeu social évolue, les institutions sont appelées, n'est-ce pas, à s'acclimater et à rentrer dans le contexte forcément. D'accord. Marius Dossu-Ofo, vous étiez aussi à l'ARAC. Pourquoi une réglementation spécifique lors de l'élection ou bien en période électorale? Pourquoi une réglementation spécifique? Disons que c'est le choix du législateur. Quand vous prenez la décision, vous allez voir que le législateur a visé certaines lois, notamment le code de l'information, le code électoral, et puis bien d'autres textes. Donc la HAC ne fait que suivre les directives de ces lois-là. Elle ne fait rien d'autre que ça. C'est obligé, on en a réellement besoin? Bon, je pense que par rapport à ta question, on est obligé de se demander pourquoi en période électorale, la HAC est obligée de prendre des décisions pour réglementer aussi bien la pré-campagne que la période de campagne. En réalité, rien ne l'exige. Mais vous savez, la répétition est pédagogique. Et la période électorale est une période de laisser aller, c'est une période où les passions parfois prennent le pas sur la réalité. Et je pense que je crois que c'est depuis le président Zato que la HAC a institué cette manière, cette forme de réglementation de la période de pré-campagne et de campagne. Si c'était une mauvaise méthode, il y a eu d'autres mandatures qui ont suivi. Mais qui ont certainement. Bon, donc, c'est juste pour dire que c'est à titre pédagogique. On a besoin, à un moment donné, d'attirer l'attention des professionnels des médias sur certains articles. En fait, ce n'est pas des articles inventés, c'est des articles aussi bien des lois qui régissent la profession que de notre code de déontologie. Séparer les faits des commentaires, éviter les injures. Donc, à force de le faire, au moins la HAC attire l'attention des professionnels des médias sur les pièges qui les guettent durant la période électorale. Et justement, est-ce que cette décision n'empiète pas un peu ou bien ne prenne pas le pas sur le code de déontologie qui est normalement maîtrisé et connu de tous les professionnels? Non, maîtrisé, c'est vous qui le dites. Moi, je suis convaincu de ce que le code de déontologie n'est pas maîtrisé, même si ce n'est que 26 articles. Il n'y a que 26 articles. 20 pour les devoirs et 6 pour les droits. Mais si vous observez bien la presse, vous vous rendez compte de ce que ce n'est pas aussi facile que ça, ce n'est pas maîtrisé. D'où la pertinence de cette manière de rappeler aux professionnels des médias qu'il faut faire très attention et qu'il faut surtout, tous les jours, lire au moins l'article 2, l'article 3, l'article 5, ainsi de suite. On ne maîtrise rien, on apprend toujours, raison pour laquelle cette manière de faire de la HAC est à saluer. D'accord. Alors, Marius, je reviens à vous. Il y a quand même cet article qui a retenu mon attention justement par rapport à la pré-campagne, à la réglementation de la période pré-campagne, où il est dit qu'il est formellement interdit à tous les médias la diffusion de tout élément de campagne électorale relatif à l'élection présidentielle, conformément à l'article 47 et autres du 15 novembre 2019, portant code électoral en République du Bénin. Interdit à tous les médias la diffusion de tout élément de campagne avant la période de campagne. Bien sûr, avant la période de campagne. Donc, on n'est pas en campagne, en période de pré-campagne. Donc, c'est normal que l'on fasse une interdiction, qu'on interdise de publier des informations qui sont relatives à la campagne. C'est normal. Et en fait, ces productions, donc, il est dit que toute production ou tout article sur les duos et vice-présidents à l'élection, donc ces éléments concernent les productions ou tout article sur les duos ayant rapport donc à cette élection. C'est-à-dire, donc, est-ce que ça, on n'en fait pas un peu trop, surtout quand on sait que les duos sont sur le terrain et font d'autres activités? Non, écoutez, la décision en réalité n'interdit pas véritablement. Comme ça a été dit, c'est des rappels. C'est des rappels de principes, des principes de déontologie. Est-ce que vous voyez? Les actitudes, rapporter les faits, leurs exactitudes, etc., etc. Maintenant, quand on prend cette disposition-là, c'est vrai, c'est pour respecter le code de l'information qui a prévu la période de pré-campagne. Parce que vous devez savoir que bien avant cela, on parlait de période de pré-campagne, mais ça n'avait jamais été délimité. Maintenant, c'est le code de l'information qui a consacré la notion de pré-campagne. Alors, si on se trouve dans ce contexte-là, il faut bel et bien respecter cette disposition-là et ne pas rapporter... vous savez,
Je comprends un peu votre question et puis la gêne que cela peut entraîner. C'est vrai, on voit les candidats sur le terrain. Mais il revient à la HAC qui a pris sa décision de pouvoir réguler. Ça, c'est le régulateur qui doit pouvoir dire, mais écoutez, quand vous êtes sur le terrain, mais quand un candidat va sur le terrain et qu'il ne parle que de paix, est-ce qu'on peut l'en empêcher? Mais non. Mais si le candidat sur le terrain est en train de poser des actes, évidemment de campagne, le média, lui, n'a pas le droit de relayer. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres institutions qui sont créées, d'accord, pour leur interdire cela, notamment la Sénat. Oui. Exactement. Monsieur Aguiadaro. Bon, ce que je puis dire, c'est comme c'est entendu, comme c'est dit sur le plateau, il y a une approche pédagogique derrière, une approche d'éducation derrière, mais il faut jamais perdre de vue que les normes, les règles, et on en parle tout simplement parce qu'on a des indices, on a des indicateurs, on voit venir des risques, et généralement on nous rappelle ce par rapport à quoi on voit des cas de déviance. Quand vous finissez par, il y a ce qu'on appelle à la limite une certaine internalisation des normes et des règles. Donc, les principes qui, à un moment donné, sont rentrés dans le quotidien des journalistes, on n'en parle pas. La preuve est que le doyen a dit que c'est 26 articles, mais on n'a pas rappelé les 26. Autre chose aussi, il y a des périodes qui constituent des périodes de collision et qui peuvent mettre en difficulté la bonne foi. Je suis d'accord avec toi. Et qui peut mettre en difficulté la bonne foi. Et parfois, quand on le dit, c'est pas seulement parce qu'on doute du journaliste, mais aussi on veut que le vis-à-vis comprenne que le journaliste, c'est pas parce qu'il ne veut pas relayer qu'il ne relaie pas, il relaie. Donc, on essaie d'éduquer toutes les parties prenantes. Parce que vous savez, même un simple citoyen peut s'étonner du fait qu'on n'ait pas relayé quelque chose qui s'est passé. Mais à force de rappeler ces gens de tests, bon, ça, ils reviennent ils rentrent à nouveau dans les mœurs, ils rentrent à nouveau dans les habitudes et peut-être tentent un peu de consolider l'effort individuel que fait chaque acteur. Et on a toujours besoin aussi de s'adosser un petit peu à un moment donné d'une décision lorsqu'elle revient lorsqu'elle revient en termes de rappel. Ça montre que le risque est élevé, ça montre qu'il y a des indices de déviance qui existent. Ça montre aussi qu'il y a une institution qui n'a pas le droit d'agir après coup. Donc, la RAC aussi a besoin à un moment donné de dire j'ai vu venir, j'ai fait une veille de la situation. C'est sûr que quand tous les tests, tous les articles qui sont cités, certainement parce que au niveau de l'institution, les gens ont fait une veille, ils ont fait une analyse de situation, ils ont vu il peut avoir, c'est pour ça qu'on convoque cet article-là dans le test. J'imagine que, moi ça ne m'étonnerait pas si demain encore ils se réunissent, quand ils voient d'autres paramètres qui ne sont pas pris en compte et qui mettent en difficulté. Donc, je crois que c'est une question de responsabilité de chaque institution et aussi d'écoute, de veille permanente. Et comme tout parent, tout le monde sait qu'on doit respecter, tout le monde sait qu'on doit on doit être gentil, tout et tout. Mais à certains moments donnés, c'est un peu rare, ça rentre dans le rituel. Comme l'a dit Louis tout à l'heure, ça rentre dans les habitudes. Je dirais plutôt que ça rentre un peu dans les rituels. Oui. Et vous savez, les opérations rituelles ont ça de particulier que ça attire l'attention de tout le monde. Et aujourd'hui, on a besoin de mettre l'attention, d'attirer l'attention des uns et des autres sur ce qu'on peut considérer comme des mesures de veille. Alors, Marie-Richard Maïndé, toujours dans les mêmes dispositions, c'est dit que les comptes rendus des activités de soutien, d'appel ou d'invités à candidature et les comptes rendus d'activités réalisées à des fins de propagande au profit d'un parti ou d'un duo est également interdit. Vous êtes journaliste, est-ce que vous pensez que c'est possible quand la campagne n'est pas démarrée, quand on voit l'univers médiatique ou bien dans la société aujourd'hui, que c'est possible pour un organe de presse d'éviter tout cela? Pourquoi c'est possible? Ce qu'il faut comprendre, les décisions s'adressent non aux partis politiques, mais aux professionnels des médias. Oui. Un duo peut aller sur le terrain, mener des activités. Si le journaliste ne relaie pas, on ne le saura pas. Parce que et si ça ne passe pas le service commercial? Là, il y a quand même une note à mettre. Il faut mettre aux communications où il y a quand même une note. Donc, parfois, on peut ne pas avoir le choix. Là, c'est aller dans la fraude, ça. Quand c'est une communication, déontologiquement, quand il s'agit d'une communication, il vaut mieux mettre que c'est une communication. Ceux qui lisent ou vous écoutent sauront que vraiment vous êtes en train de faire de la propagande. C'est différent de l'information.
l'information a ceci de spécial que c'est équilibré. Tout le monde s'y retrouve. Alors que la communication, on a un sens, ce n'est pas la même chose. Mais ce que la décision dit, c'est aussi simple que ça. Il faut qu'on constate une différence entre la période de pré-campagne et la période de campagne. Si déjà on relaie abondamment ce qui se passe sur le terrain politique, 3 mois avant, qu'est-ce qu'on fera pendant les 2 semaines réservées à la période de campagne? C'est aux journalistes d'apprécier les choses à leur juste valeur, de savoir la limite à ne pas franchir. La RAC a pris une décision, mais qui vous dit que les journalistes ne violent pas cet article-là? Justement, j'allais vous les demander... Les journalistes violent, mais l'institution est en train de faire... Oui, c'est violé, fréquemment même. Mais l'institution est en train de faire un travail pédagogique pour que on puisse prévenir au lieu de chercher à guérir. Donc voilà, au fait, comment moi je comprends cette décision de la RAC. La RAC ne s'adresse pas aux politiques, elle s'adresse prioritairement aux professionnels des médias, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à donner l'information. Le public est à Cotonou, mais ce qui se passe à Nati-Tengou, il faut qu'une presse relaie ça avant qu'on ne soit informé. C'est pour cela que cette décision, je le répète, sont salutaires pour la profession. Très bien. Alors, aujourd'hui a démarré la campagne pour l'élection présidentielle du 11 avril et justement, le président de la RAC, comme à son habitude, a adressé un message aux professionnels des médias, vous le disiez tantôt, Marie-Richard Maïndé, et je vous propose de suivre donc son message et nous allons revenir pour continuer cette émission. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, vendredi 26 mars 2021, débute la campagne médiatique relative à l'élection présidentielle. Chers professionnels des médias, nous sommes au thème de la période de pré-campagne. Au cours de l'évaluation de cette période, nous avons pu remarquer que les recommandations contenues dans la décision de pré-campagne ont été globalement suivies. Je vous en remercie et vous exhorte à maintenir le cap. Prenez besoin de rappeler que les professionnels des médias ont un rôle crucial à jouer pendant les élections. En effet, c'est dans cette période que la presse est fortement sollicitée. Il est donc important que les informations relayées soient au service de la paix. Je voudrais vous prier de traiter les informations avec professionnalisme. Il importe alors que l'objectivité et l'impartialité régissent la collecte, le traitement et la diffusion des informations. En cette période sensible, la RAC vous convie au respect de l'éthique et de la déontologie qui indique la voie royale à une élection pacifique. La RAC, en tant qu'instance de régulation, va jouer parfaitement sa partition à vos côtés pour que les dérapages soient évités. Chers acteurs de la presse, veillez à ne propager que des ondes positives. Vive la presse au service du développement et de la paix. Vive la RAC, vive le Bénin. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Oui, c'était donc le message du président de la RAC, Rémi Prosper Moretti, à l'ouverture donc de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril. Alors, Monsieur Dosuyovo, vous l'avez suivi. Premier élément donc qu'on note dans son message, c'est que les recommandations de la pré-campagne ont été globalement suivies. Bon, Monsieur Richard Maïndé disait que fréquemment, elles sont quand même assez violées. Votre avis? Disons que ce que le président dit, c'est tout à fait juste. Vous savez, au niveau de la RAC, il y a une structure qui se charge, c'est-à-dire les techniciens, les analystes d'émissions, qui regardent toutes les émissions, tout ce qui est produit par les journalistes. Et ils sont en mesure de dire qu'au cours de cette campagne, de cette pré-campagne,
les journalistes ont été quand même, ils sont à saluer. On a dit globalement, il n'a pas dit intégralement. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours cette marge-là qu'il faut chercher à corriger. Voilà. Très bien. Aguialaho. Bon, vous savez, il n'y a pas de règles ou de normes qui puissent être respectées par tout le monde dans une société normale. Quand c'est comme ça, même commencez par avoir peur, même quand vous avez l'impression que tout le monde fait le jeu. Vous savez, c'est comme l'hôpital, hein, c'est parce qu'il y aura des malades qu'il y a des centres de santé, c'est parce qu'il y aura des criminels qu'il y a des commissariats de police. Donc, seulement que ces institutions existent pour essayer de limiter le gap. Donc, je crois que et si on doit évaluer un peu la situation, c'est de voir un peu le risque qui s'annonçait et ce qu'on a obtenu. Si on a pu passer une période de pré-campagne sans qu'il y ait de choc, en tout cas d'une extrême gravité pour qu'on puisse dire que ça a pris par les médias. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un fait aussi dangereux qu'on puisse dire que c'est à cause de tel média. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette approche de rappel de niveau de coercition, peut-être qu'on aurait eu des dérives. Donc il y a toujours des gens qui cherchent les moments de silence pour rentrer dans le jeu de la déviance. C'est pour ça la veille est permanente. Donc on évalue un peu en disant que on a vu venir quelque chose de grave, mais on s'en est sorti donc globalement. Mais l'autre chose qui reste importante, c'est que la meilleure manière d'inviter quelqu'un aussi à faire mieux, c'est de lui dire que j'étais content de toi. Vous avez bien fait. Voilà. Alors, Marie-Charles Moïne, il insiste sur cette phrase, c'est que les informations relayées soient au service de la paix, quand on voit le rôle des médias, et surtout de veiller à ne propager que des ondes positives. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le journaliste sait ce qu'il a fait, la collecte et le traitement de l'information. Quand on suit ces principes-là, c'est évident qu'on doit faire un travail correct, un travail professionnel. Et ce que je voudrais dire, vous voyez, durant la période de pré-campagne, si vous faites attention, vous allez remarquer que même l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, l'ODEM, a fait sortir 2 ou 3 communiqués invitant les professionnels des médias à plus de responsabilité. Tout ça, c'est à titre pédagogique. Chacun, là où se trouve, essaie de conscientiser les uns et les autres pour que la période, en tout cas tout se déroule bien durant cette période-là. C'est ce qui fait qu'on a eu globalement ce résultat dont le président a parlé. Maintenant, les journalistes, normalement, comme je l'ai dit, le travail, s'ils faisaient bien leur travail en temps ordinaire, il n'y a pas de raison qu'ils fassent mal leur travail en période électorale. Parce que les règles n'ont pas varié. Il n'y a pas de règles spécifiques à la période normale et de règles spécifiques à la période électorale. C'est les mêmes règles. Celui qui est bon hier, je trouve vraiment extraordinaire, qui devient subitement mauvais. Raison pour laquelle je dis, il faut toujours rappeler aux uns aux autres leur rôle dans la société. Oui, je voulais dire un petit peu, je suis complètement d'accord avec le doyen pour celui qui est bon hier, mais le contexte d'hier peut être moins incitatif au danger que le contexte d'aujourd'hui, parce qu'il y a des contextes qui offrent des risques élevés. Vous savez que, bon voilà, vous pouvez être discipliné parce qu'il n'y a pas de chance d'être indiscipliné. Lorsque les chances de l'indiscipline augmentent, le risque de tomber, c'est pour dire que et les tentatives ou bien la volonté politique. Vous savez, l'action politique n'a de sens que lorsqu'elle bénéficie d'un crédit social, d'un crédit politique. Le crédit qu'on demande, qu'on achète en greffe chez le journaliste, en période électorale, on ne l'achète pas au même coût en période non électorale. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire que le contexte électoral offre un certain nombre présente un certain nombre d'enjeux qui peuvent mettre le mercure. Si vous êtes tous des anges, le risque d'être un moins ange en période électorale est élevé. Donc, il faut augmenter la dose. Vous savez, il y a des gens qui prient tous les jours.
Mais le jour où il va à l'examen, il augmente le temps de, Le temps de prière. Parce qu'il se dit que je vais à une composition et on pense que je suis d'accord avec vous, qu'on pense que ce contexte-là, il peut y avoir d'autres risques et que c'est là où je suis un peu plus d'accord avec vous, c'est que ça peut instrumentaliser un peu, ça peut théâtraliser un peu, et qui fait qu'on est discipliné lorsque les élections viennent, tout et tout. Quand ça finit, on dit bon, maintenant la période électorale est finie, donc on peut reprendre les désordres, tout et tout. Donc c'est vrai que ça ne rend pas toujours service à un individu quand on le dise la règle de l'année et qu'on le ramène sur ça à certaines périodes. Il risque d'avoir un agenda de discipline, un agenda de conformité aux normes. Il risque il risque de structurer un peu son rapport au métier suivant le fait qu'on le rappelle. Vous savez, il y a des policiers sur la voie. Le jour où il n'y a plus de policiers sur la voie, on commande les dérives. Donc on pense que c'est quand le policier se lève qu'il faut faire attention et quand il quitte la voie, il faut être... Donc finalement, on risque de penser que si la RAC n'a pas encore parlé, on peut continuer à commettre des... Donc, on ne souhaite pas se retrouver dans un contexte comme celui-là, mais on est obligé à un moment donné aussi de rendre fonctionnel un certain nombre d'institutions si le risque est élevé. Alors, Marius de Chevreau, est-ce qu'on peut donc dire qu'il faut insister sur l'autocensure au niveau des médias? C'est normal. Vous savez, tout à l'heure, il n'a pas peut-être voulu sortir le mot, mais le problème en période électorale, c'est l'argent. C'est l'argent parce que ils se disent que c'est une période de vendange, une période où on peut gagner assez d'argent, donc on est prêt à faire tout ce qu'on veut. Alors, autocensure, oui, parce que le journaliste a ce qu'on appelle une responsabilité sociale. Tout tourne autour de ça, de la responsabilité sociale du journaliste. Qu'est-ce que je dois publier? Même quand l'information est vraie, est-ce qu'en la publiant, elle peut devenir, comment dirais-je, une information chrysogène? Est-ce qu'elle peut entraîner des troubles? Donc le journaliste à son niveau déjà fait de l'autocensure. Ça, même en période ordinaire, le journaliste est tenu de faire de l'autocensure. Parce que vous voyez, pour éviter qu'il y ait des déviances. Voilà. Mais vous parliez d'argent qui est le problème en période électorale et que les médias considèrent donc cette période comme une période de vendange. Est-ce que ce n'est pas normal qu'on puisse quand même récupérer un certain nombre de financements quand on sait qu'on n'a pas forcément le temps de le faire tous les ans? Mais ce que nous disons, c'est que cela ne doit pas se faire au détriment d'accord, de la qualité de l'information. C'est tout. Vous ne pouvez pas prendre de l'argent, d'accord, et devenir un organe de propagande. Tout à l'heure, on a dit de diffuser des ondes positives. Oui. Vous n'allez pas prendre de l'argent et diffuser des ondes négatives. C'est-à-dire faire des choses qui sont de nature à créer des troubles. Non, vous savez, vous connaissez un peu l'histoire de la radio Les Mille Collines. Oui, voilà, donc on ne souhaiterait pas avoir ce genre de situation chez nous. Alors, Marie-Jamaïné, les médias, cette période-là, à laquelle on leur interdit beaucoup de choses quand même, est-ce qu'on n'entrave pas un peu leurs travaux quand on sait qu'ils doivent également aider les citoyens à mieux déchiffrer les offres politiques et concurrentes? Non, je ne sais pas si vraiment on interdit beaucoup de choses. Ce que la RAC interdit existe déjà dans les textes de loi, à ma connaissance. Et je prends une structure privée, un organe privé. Un organe privé, c'est un organe qui paie des impôts. Et par conséquent, on ne peut pas exiger de cet organe-là les mêmes choses qu'un organe de service public. Et il me semble que dans toutes les décisions prises par la RAC, l'institution arrive à faire cette démarcation. On parle d'égalité, par exemple, au niveau des organes de service public. Parce qu'à ce niveau-là, on sait que c'est le contribuable béninois qui met son argent dedans. Tandis que, pour un organe privé, on sait que l'argent vient de la poche de quelqu'un ou d'un groupe. Par conséquent, il faut pouvoir rentabiliser ça. On parle d'équité. Et qu'est-ce qu'il faut entendre par équité? Heureusement, M. Dossou est là, c'est eux qui nous expliquent ça. L'équité appelle le professionnel des médias à ne pas aller seulement dans une seule direction, à ne pas soutenir seulement un seul candidat, mais à comprendre que parmi ses lecteurs, parmi ses auditeurs, parmi ses téléspectateurs,
il y a des gens, également des autres bords, leur permettent de se retrouver dans l'information que l'organe passe. C'est ça l'équité. Privé, c'est équité. Organe du service public, c'est égalité. Parce que tous les citoyens ont droit à cet organe-là. C'est leur argent. Donc, à travers la décision de la RAC, je ne vois pas autre chose. Est-ce qu'avec l'insertion donc des organes privés au niveau de la campagne médiatique elle-même, la réglementation de la campagne médiatique, leur insertion ne remet pas un peu en cause cela, où on leur fait obligation de ce qu'ils doivent faire? Non, c'est apprendre. Ceux qui veulent prennent. Ceux qui ne veulent pas peuvent dire ne sont pas dans cette dynamique. Nous voulons évoluer comme avant. Parce que c'est une structure privée. Oui. L'État n'a pas même mise à 100% sur ces organes-là. Donc, je pense que si un organe accepte, c'est en toute responsabilité. Mais si un organe dit non, moi je ne veux pas aller dans cette logique-là, je préfère envoyer mes journalistes couvrir parce que c'est plus rentable pour moi. La RAC ne peut pas imposer ça aux 10 organes. Je ne pense pas. Encore que déjà, il semble qu'il y a le patronat qui s'insurge contre... Oui, nous allons y revenir tout à l'heure. Je voulais d'abord avoir l'avis de M. dessus. Est-ce qu'on a le droit d'accepter ou non? Parce que les décisions font quand même office d'obligation presque. Oui, ben si c'est un service qui est demandé, c'est vrai, même si c'est payant, comme le conseiller l'a dit, on apprécie. Parce que n'oubliez pas, hein, relayer, puisqu'il s'agit ici de relayer la campagne médiatique officielle. Oui. Mais ça implique des coûts. Si l'organe voit que ça ne l'arrange pas, il peut dire non. La RAC ne peut pas lui imposer cela. Parce qu'il y a ce qu'ils appellent la décision sur l'existence légale. Elle est bien différente de cette décision-là qui permet à certains organes de pouvoir relayer la campagne médiatique officielle. Donc on ne peut pas imposer. Un journal peut écrire pour dire non, je ne veux pas rester sur cette liste-là, je ne veux pas participer à la campagne médiatique officielle. Voilà. Alors, Jacques Aguiadaho, quel est votre avis par rapport à cette réglementation de la campagne médiatique depuis les communales dernières? Non, je pense que si on met tout forcément sous le coup des tests, de la règle, tout et tout, on peut ne pas arriver à répondre vraiment. Parce qu'il faut voir la finalité. Et je pense que ce qu'on perd aujourd'hui, on peut l'obtenir d'une autre manière. Je préfère qu'on tente d'hiérarchiser un petit peu les priorités, hiérarchiser un peu les valeurs. Lorsque on est forcément, je suis d'accord qu'on peut être à la recherche du gain un petit peu pour tenir un peu le modèle économique qui fonde son organe, c'est normal. Mais c'est toujours bien à un moment donné de voir un peu si ce qu'on me demande, si ce n'est pas une question de contexte. Si c'est une question de contexte, vous savez, c'est très... Quand on dit je préfère survivre financièrement que de rentrer dans un registre normatif qui forcément peut compromettre un peu la survie, c'est qu'on pense economicus, on pense la survie de son organe. Mais lorsqu'à côté de ça, on vous dit, en fait, ce à quoi on vous invite, ce n'est pas pour vous créer des problèmes, mais en fait, c'est pour garantir un peu une certaine paix sociale, une certaine survie de tous. Vous commencez par mettre dans la balance un petit peu vos organes. Donc, même si vous revendiquez, vous ne revendiquez pas autour du risque, de la perte un peu du gain financier, mais vous revendiquez en termes de quel mécanisme on met en place pour que nos organes survivent. Parce qu'on a besoin que les organes existent après les élections, mais on n'a pas besoin d'un organe qui arrive à payer les millions, les milliards à tous ses collaborateurs pour que demain on se retrouve en situation de crise, pour que demain on retrouve un choc. Donc aujourd'hui, je pense que le mercure est moins. Je pense que ce qui nous réunit plus, c'est beaucoup plus la survie de tous que la survie de chaque individu, de chaque organe. Maintenant, si une loi, si une décision tente, n'est-ce pas, à fragiliser un certain nombre d'institutions, il faut chercher une réponse
qui ne menace pas ce qu'on veut préserver pour tous. Et il y a toujours une possibilité de trouver des mécanismes, de trouver des alternatives. Donc, on dit qu'il faut de l'équité, on dit qu'il faut de l'égalité, juste parce qu'on se rend compte que le risque d'explosion n'est pas nul. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il faille vraiment que les organes se disent que je dois analyser ma situation, je dois analyser ma vie économique, tout et tout, pour prendre la décision. Mais je pense que l'agenda serait de voir ce qu'on nous demande, comment on peut le faire sans pour autant menacer les emplois, menacer un peu la survie. Je pense que quand c'est vécu comme ça, la RAC ne décide pas pour elle, elle ne décide pas pour le papier, mais elle décide aussi bien dans l'intérêt des organes de presse que dans l'intérêt des citoyens. Je pense encore une fois qu'on a besoin de cette échelle de valeur pour pouvoir faire le choix. Très bien. Marie-Richard Maïné, vous le disiez tantôt, justement, la presse, une partie des organes de presse, disons, se sent lésée par rapport à ces choix que fait la RAC, donc des organes qui devront participer à la campagne médiatique. Est-ce que vous pensez que c'est justifié? Non, je pense que quand on parle de choix, ça veut dire qu'il y a des préférences. Et la RAC est seule habilitée à savoir quels sont les organes qui répondent à ses attentes, à ses préoccupations. Sur ce point-là, je pense que quel que soit le choix que l'institution fera, il y aura des mécontents. Parce que tout le monde ne peut pas se retrouver sur cette liste-là. L'autre aspect de la question, c'est que pour des initiatives du genre, puisque c'est une première à ma connaissance, je ne sais pas si précédemment, il y avait une situation du genre, Marie de Soubo est là, ou peut-être me le rappeler. Mais pour une situation du genre, il faut que le terrain soit bien balisé et que les parties contractantes s'entendent sur un minimum. Qu'est-ce que la RAC attend de ces organes-là et qu'est-ce que ces organes doivent attendre en retour de la RAC. Quand c'est bien huilé, bien défini comme ça, je suis certain que ça se passe bien à la satisfaction de tous les camps. Ce que je suis en train de comprendre, c'est que aujourd'hui, les organes retenus ne savent même pas comment ça se passera par la suite. Oui. Ils sont réquisitionnés presque, disons, entre griffes, pour faire le travail. Mais en contrepartie, qu'est-ce qui va leur revenir? Comment ça va se passer? Il me semble qu'on n'a pas bien mûri la chose pour expliquer les tenants et les aboutissants. Quand ça se passe comme ça, forcément, il y a des grincements dedans. Et c'est ce à quoi nous assistons. Et je vais aller plus loin. Pour les dernières élections communales, je pense que c'était une situation pareille. Et à un moment donné, à l'heure du bilan, j'avais souhaité que, pour une première expérience, c'était nécessaire que l'institution et les associations fêtières échangent pour voir ce qui a bien marché, ce qu'on ne peut pas faire pour le futur. Le futur est proche, puisque nous sommes déjà pleinement dedans. Je me demande si ce travail a été fait. Si ce travail n'a pas été fait, je peux dire que c'est ce qui explique le grincement dedans dont vous parlez. Et justement, M. Dossuovo, disons que la presse écrite surtout, c'est cette partie-là des organes de presse qui se sent beaucoup plus lésée parce qu'il y en a une flopée quand même. Tout le monde ne peut pas être pris sur la liste. Et le CNPA est sorti, a même publié un communiqué qui demande donc des clarifications par rapport à tout ce que Marie-Richard Maïné vient d'énoncer. Vous savez, c'est une situation gênante. Et comme cela a été rappelé par le conseil Maïndé, il faut définir un cahier des charges. Moi, en tant que HAC, qu'est-ce que je donne en retour? Parce que ça a été dit, c'est une réquisition. Quand vous réquisitionnez les gens, il faut pouvoir leur dire ce à quoi ils ont droit à la fin de la prestation. Il semblerait, parce que quand on lit le communiqué, peut-être que la HAC va réagir, on ne sait pas, mais quand on lit le communiqué du CNPA, c'est clair que le cahier de charge n'a pas été défini. L'autre chose, il faut dire que la HAC n'est pas obligée de les réquisitionner, parce que par le passé, ça ne se faisait pas. Parce que vous voyez, là on veut les associer. La Covid-19 a quand même aidé beaucoup à la mise en place de cette campagne médiatique. Je ne pense pas que cela...
soit lié à la Covid. Ça n'a rien à voir. Ici, il s'agit de couverture. Oui. Il s'agit de couverture. Vous savez, avec le RTB qui a une couverture quasi nationale aujourd'hui, on aurait pu faire sans les médias privés. Et d'ailleurs, ça se faisait. Oui. Parce que vous voyez. Okay. Donc, je pense que là, il faut chercher un module Vivendi au niveau de la HAC et des professionnels des médias, parce que quand on lit ce genre de communiqué là, par le passé, la HAC et ces structures-là avaient des canaux, avaient des mécanismes d'échange. Parce que vous voyez, on n'a jamais vu ce genre de communiqué là. Je pense que c'est le deuxième communiqué. Oui. Voilà, ce n'est pas intéressant. Il faut que les deux parties ramènent la balle à terre et que les cahiers des charges soient définis. Mais en même temps, les professionnels doivent savoir qu'on ne peut pas prendre tout le monde. C'est clair, on ne peut pas prendre tout le monde. Il faut définir les conditions. Vous voyez, par rapport à la déontologie, tel organe a été condamné tel nombre de fois, donc il ne peut pas participer. Donc, l'acte définit les conditions. Est-ce que tout cela a été fait? Sont connus de tous. Bon, je ne sais pas si ça a été fait, mais voilà ce qu'on constate. Alors, Jacques Aguiar-Lacroix, on a quand même l'impression qu'il y a, malgré tout, des mécontents de chaque côté. Pourquoi est-ce qu'on réquisitionne mes tranches pour telle activité? Et est-ce que ça me rapporte autant que si j'étais libre de choisir qui je veux accompagner ou bien les clients qui viennent à moi? Et de l'autre côté, ceux qui n'ont pas été choisis pour participer à cette campagne médiatique et qui se sentent un peu lésés. Comme je le disais tantôt, c'est peut-être un peu difficile d'être dans la position de la HAC aujourd'hui. C'est une position institutionnelle. Peut-être qu'individuellement, on a d'autres manières de voir la réalité. Mais quand on se retrouve un petit peu sous le registre d'une institution, on se dit que la première responsabilité qu'on a, c'est moins des responsabilités corporatives, c'est moins des responsabilités en tout cas du point de vue des secteurs, que les responsabilités au plan national. Donc il faut arriver quand même à se demander si la RAC en est venue là, quelle est à la limite un peu à quel niveau la barre a été mise pour prendre la décision. Est-ce qu'on a mis la barre sur la situation des professionnels ou bien sûr la préservation un peu d'un contexte peut-être qu'on voit un peu est difficile et que si on laissait trop de marge de manœuvre, on peut perdre le contrôle. Parce que si le jeu est ouvert, évidemment, ça peut peut-être prêter à toute forme de... Vous savez, à des contextes spéciaux, on prend des mesures un peu... des mesures spéciales. Donc, ça ne manque jamais. Donc, il faut être un peu dans le secret, un petit peu de tous les paramètres, tous les variables qui ont été mis dans la balance pour en arriver jusque-là. Ça suppose quoi? Il y a une question de bonne foi. Est-ce que la RAC gagne quelque chose en prenant une décision qui met en mal les journalistes? Je ne pense pas. Donc ça veut dire que à un moment donné, une analyse a été faite, un contexte a été considéré comme beaucoup plus, en quoi, qui a une valeur beaucoup plus sacrée à préserver. Et après, maintenant, on prend une décision qui peut avoir des chocs. Mais il faut toujours peser un petit peu entre une décision choc, une décision difficile et le problème qu'il résout, et une décision qui, à la limite, fait le plaisir du grand nombre, mais qui, en retour, peut constituer un problème pour la masse critique des populations pour lesquelles ces institutions existent. Donc, il y a une RAC, il y a une institution, la RAC, il y a une autre institution, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle, il y a la Sénat, il y a plusieurs institutions un petit peu qui gèrent un contexte. Et chacun, à un moment donné, prend une décision, pas forcément pour soi, mais pour le résultat final. Donc peut-être que le résultat final a été beaucoup plus déterminant que des paramètres. C'est pourquoi je dis qu'on peut ne pas être d'accord à la limite, mais je pense encore une fois qu'il vaut mieux préférer des réponses qui ne mettent pas en mal ce pourquoi la décision a été prise. Et pour moi, ce pourquoi la décision a été prise, personne ne regrette ça, personne ne remet ça en cause. Tout le monde sait qu'on va vers un contexte tout et tout. Mais après, l'appréhension ou bien l'interprétation qu'on en fait peut effectivement entretenir des grincements dedans. Encore une fois, et comme l'a dit tout à l'heure le doyen, on a des structures fêtières qui ont la responsabilité de faire le dialogue à ce niveau-là, et il faut avoir toute la confiance en ces structures-là pour mener le dialogue pour soi. Et je pense que
la plus grande chose qu'on puisse gagner lorsqu'on a perdu de l'argent, c'est la paix. Très bien. Alors, Marie Chamaine, il y a quand même un élément important dans ce communiqué du CNPA qui dit ceci, qu'ils ont menacé, le CNPA a d'ailleurs menacé donc d'appeler à l'arrêt de la diffusion des messages des duos si il n'a pas clarification de toutes ces exigences. Bon, je souhaite qu'on n'en arrive pas à cette étape-là parce que tout le monde est en train d'œuvrer pour la paix. Nous voulons que tout se passe bien. Et pour qu'il en soit ainsi, dans ces conditions, je pense que le président de la RAC doit inviter les associations fêtières, pas seulement le CNPA, mais également le PMB, parce que c'est ça, les inviter et échanger. C'est une position justifiée en ce moment, cette position du CNPA? Déjà, la lettre même, le communiqué est déjà une menace. Et ce n'est pas bien pour la profession, ce n'est pas bien pour la période même qui s'annonce. Oui. Et je pense que mieux vaut aller rapidement à l'essentiel, en les invitant, en échangeant, parce que dès qu'on accepte s'asseoir autour de la table de négociation, on trouve forcément une porte de sortie. Rien n'est encore critique là, rien n'est encore perdu. L'essentiel, c'est de savoir qu'on peut encore échanger. Et si les uns et les autres acceptent d'aller à la table de négociation, je suis convaincu de ce que nous allons trouver une porte de sortie. Dans ces conditions, pour le moment, il ne sert à rien de dire, de jeter la pierre à quelqu'un et de dire soit c'est la RAC qui a mal agi, soit c'est le CNPA qui ne comprend pas. Il vaut mieux inviter les deux structures à aller à la table de négociation. C'est le plus important. Merci Marie-Richard. Il y a un autre élément que nous allons suivre dans cette émission, c'est bien les professionnels des médias. Nous avons une équipe de notre rédaction qui est allée vers eux pour voir un peu comment est-ce que certains se préparent pour la campagne médiatique qui a d'ailleurs démarré ce vendredi. On suit cet élément de Elie Adjiran. Depuis ce vendredi 20 mars 2021, à 0h, le Bénin est entré dans la fièvre de la campagne électorale, comme temps pour la présidentielle d'avril 2021. Et déjà, les organes, qu'ils soient écrits ou audiovisuels, se disent prêts pour assurer une couverture médiatique réussie. Avec ma petite responsabilité, les gens, les collaborateurs que j'ai sous moi, on s'est réunis. Nous imprégner davantage de différents articles de la décision. Il n'y a pas de disposition assez particulière à prendre. Dans la mesure où déjà notre métier a un code, une Bible qui doit être respecté à tout moment. Il n'est pas dit que le code de déontologie doit être respecté à un moment T et à un autre moment on doit l'oublier. Non. Et c'est vrai que nous sommes dans une période un peu particulière et là on attend de journalistes un certain nombre de qualités. Il y a par exemple l'équité, la fidélité et la neutralité. Oui, tout est fin prêt. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de réaménagement à faire. Nous avons déjà fait cette expérience il y a quelque temps avec les législatives. Donc, je pense qu'il n'y a rien de surprenant. Bon, je crois qu'après toutes ces années de travail en la matière, je pense qu'on n'a plus rien à... Non, il n'y a pas de stress. Je voudrais demander à mes autres confrères de le faire comme on a l'habitude de le faire. Je crois qu'il n'y a vraiment aucun problème. Moi, personnellement, je me dis que c'est une action, c'est un événement dont nous avons l'habitude. Donc, je pense que tout se passera vraiment bien. Pas de stress, pas de peur. On fait le travail comme on a l'habitude de le faire, dans le strict respect des recommandations de la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication. Convaincus du rôle crucial des médias pour une campagne électorale apaisée, des dispositions requises y sont mises en place par les responsables de rédaction. Nous essayons d'avoir le programme de chaque duo pour pouvoir être sûr de couvrir toutes les activités de campagne de ces duos-là parce que nous sommes obligés de couvrir ces activités pour ne pas oublier peut-être une activité. Nous avons demandé le programme de ces duos-là. Et en termes de mobilisation de l'équipe, c'est vrai que c'est 2 semaines, mais ce sera 2 semaines d'intenses activités. Parce que ce sont des opérations de charme. Nous devons mobiliser nos éléments sur le terrain pour qu'ils puissent apporter les informations de ces séances
de campagne pour qu'on puisse les relayer. Donc, nous ne sommes peut-être pas beaucoup, mais nous nous mobilisons assez. Nous essayons de distribuer les tâches afin qu'aucune activité ne soit oubliée ou délaissée. Ce sont les mêmes dispositions qui ont été prises au fil des ans. Il suffit seulement d'améliorer. Et nous sommes là, nous sommes, disons, gérés par une certaine déontologie. Et je pense que mes journalistes, les journalistes de Radio Tokpa, sont des journalistes professionnels. Ils savent ce qu'ils ont à faire et je pense qu'ils le feront bien. Les personnalités qui viendront à Radio Tokpa, nous les recevrons dans le strict respect justement des gestes barrières et tout. Et nous avons pris toutes les dispositions, avec cette pandémie, nous avons pris toutes les dispositions pour les recevoir bien afin que les choses se passent dans le meilleur des mondes. Il précise que le code de l'éthique et de la déontologie leur est fait obligation. Et au regard des nombreuses expériences capitalisées en la matière, il rassure. C'est pas la première fois qu'on couvre une campagne électorale. Ça c'est le propre, je ne peux pas dire le quotidien des journalistes, mais c'est pas une première. En termes de qualité de ces journalistes-là qui seront sur le terrain, il n'y a pas de souci à se faire puisque le rédacteur en chef aussi est là pour pouvoir accompagner ces journalistes-là dans la rédaction de leurs différents commentaires, papiers, tout ce que vous voulez. Donc, c'est justement pour cela, pour la compétence, la qualité dans les productions que nous nous sommes appropriés cette décision de la RAL. Maintenant, pour les comptes rendus, le rédacteur en chef est là pour pouvoir coordonner tout ce qui ira à l'antenne. Nous, au niveau de TVC, nous avons fait du chemin. Nous avons fait du chemin. Ce n'est pas notre première élection. Et donc, nous avons déjà couvert assez d'élections présidentielles, assez d'élections dans notre pays. Et donc, ici, à notre niveau, on a mis l'accent sur le respect déjà donc, du code de déontologie. Et c'est vrai que l'intervention ou les décisions de l'ARAC doivent être prises en compte parce que c'est lié au contexte particulier dans lequel nous vivons aujourd'hui. Chaque élection a sa particularité. Avant, on ne faisait pas de campagne médiatique, par exemple, c'était des campagnes électorales, des activités sur le terrain. Aujourd'hui, ces activités sur le terrain auront lieu, mais il y aura toujours des séances à diffuser sur les médias, des émissions à diffuser sur les médias et tout. Donc, la RAC a retenu des radios, des médias pour participer à cette campagne électorale-là. Donc, il y a une modification de la grille pour pouvoir céder les tranches demandées par la RAC pour les diffusions des différentes émissions, des différents magazines, etc. La campagne électorale n'est seulement pas l'affaire des hommes des médias, mais aussi de la responsabilité des acteurs politiques. Chacun, en ce qui le concerne, jouera pleinement sa partition afin de faire du scrutin du 11 avril 2021 un moment de fête. Nous ne sommes pas les premiers acteurs. Les premiers acteurs, c'est les candidats. Mais la campagne sans les médias n'aura pas son sens, n'aura pas sa raison d'être. Je vais nous exhorter à beaucoup plus de professionnalisme dans le traitement des informations. C'est pas facile avec 3 duos. Chacun voudra prêcher pour sa paroisse. Il reviendra à chacun de nous d'avoir la tête sur les épaules pour pouvoir veiller aux soucis d'équité, d'égalité et tout ce qui est recommandé par le code de déontologie et de l'éthique dans les médias et puis le code de l'information et de la communication. L'objectif qui sous-tend les décisions de l'ARAC, c'est le maintien de l'ordre et de la paix, la tranquillité dans le pays. Il faut en tenir compte. L'objectif que nous visons tous, c'est la tranquillité dans le pays. C'est de faire de ce moment de campagne des moments de fête. Et donc, je crois que la presse a un rôle essentiel à jouer dans ce cadre. Et il revient donc à chaque acteur, enfin aux acteurs de la presse, donc de jouer convenablement, de mettre l'accent sur le respect du code de déontologie et le respect aussi des décisions de l'ARAC pour que le Bénin puisse sortir assez grand de ce scrutin.
C'était donc un élément réalisé par Elie Adjiran. Alors, Marius Dossureau, vous avez suivi ces professionnels des médias qui se sont prononcés par rapport à la campagne et autres. On peut quand même se rassurer qu'ils soient quand même conscients du travail à faire, mais également du code de déontologie qui doit avoir une place dans ce travail, surtout en cette période électorale. Oui, c'est très heureux de constater que les acteurs majeurs disent qu'il n'y a pas de souci à se faire. Oui. Pour la plupart, ils ne sont pas à la première élection et donc en principe on ne devait pas se soucier. Là également, la finalité pour eux, c'est de tout faire pour qu'il y ait la paix, la tranquillité dans le pays. Donc on est tous d'accord sur ce point-là. Donc je pense que les journalistes sont conscients, ils sont déterminés, ils savent ce que le code de déontologie leur prescrit et leur impose. Donc à ce niveau-là, voilà, on n'a pas à se soucier. Monsieur Aguilarro, est-ce qu'on peut quand même être un peu plus rassuré du fait que les professionnels des médias de plus en plus soient quand même formés par des institutions et autres dans leurs tâches? Oui, mais je pense que je ne doute pas de la maturité des institutions, ou surtout qu'il y a un effort ces derniers temps de professionnalisation, de modernisation, de discipline interne, d'auto-régulation, tout et tout. Et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on a beaucoup d'établissements, beaucoup d'universités qui forment. Donc, on a de moins en moins des journalistes accidentels, des gens qui viennent accidentellement dans le métier, mais aussi, de plus en plus, le rôle des journalistes commence par devenir vraiment beaucoup plus clair pour les uns et les autres. Donc, je crois qu'il y a cet acquis. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on a beau faire 10 élections, 15 élections, les élections actuelles sont totalement différentes et vont offrir leur visage parce que ce sont des élections qui viennent à la suite d'une série, n'est-ce pas, de changements, de réformes, de systèmes, des pratiques. Et l'autre chose aussi, c'est que le peuple, n'est-ce pas, a besoin, à un moment donné, d'être accompagné dans son cheminement, dans ce nouveau contexte électoral. Donc, on a beau faire la couverture de 5-6 élections, mais il y a des gens, le peuple, l'électeur, peut-être c'est la première fois qu'il voit un contexte électoral comme celui-là. Donc, et qu'on le veuille ou non, il y a cette épreuve-là, il y a ces paramètres qui sont propres là, et je pense qu'il faut en ajouter au rôle des médias. Ça peut ne pas être forcément crédible de ma part, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin seulement que les journalistes disent que je connais, qu'ils disent qu'on veut la paix, tout et tout, mais on a besoin aussi de rentrer dans un rôle de pédagogie au niveau de tous ceux qui sont dans le jeu électoral. Et parce que si le journaliste s'arrête juste à son métier et s'arrête juste à sa responsabilité et sociale, peut-être que on n'aurait pas réussi à mettre tous les bouts comme cela se doit. Moi, je pense encore une fois que on est dans des élections spécifiques et dans l'histoire de toute société, il vient des moments particuliers, des moments où on a besoin que tout le monde, n'est-ce pas, entre dans une danse pour accompagner une transformation, pour accompagner un changement. Et je pense que le contexte qu'on a devant nous est un contexte particulier. Ceux qui ont vécu les années 90 certainement diront que quand on était aux premières élections après 90, que il y a eu un contexte particulier et les rôles ont changé, les rôles ont évolué. Ceux qui ont vécu le contexte 96 aussi, c'est la même chose. Je pense que les élections de 2021 aussi, c'est un contexte particulier et il faut des médias aussi de type particulier. L'expérience, oui, mais je pense que c'est une nouvelle histoire électorale, une nouvelle histoire politique et c'est peut-être aussi une nouvelle histoire pour la presse nationale. Richard Mainé. Oui, je pense que les confrères que nous avons suivis tout à l'heure ont montré qu'ils ont pris conscience de leurs responsabilités face à la situation actuelle et surtout le doyen Guy Papo. Oui. Et que contrairement à ce qu'on pense, tout se passera bien au niveau des organes. Ce que moi je peux ajouter, c'est que cela appelle de la part de chacun de nous des actions, à savoir, par exemple, l'autocensure, comme on le dit, au sein des rédactions.
il faut forcément que les secrétaires de rédaction, les rédacteurs en chef jouent leur rôle et qu'on tienne régulièrement les conférences de rédaction. Ce sont des occasions au cours desquelles les journalistes ont l'habitude d'échanger entre eux et trouvent des corrections à apporter aux éléments. Donc, dès que ça se passe comme ça, la probabilité pour qu'il y ait des dérives est très faible. Mais quand on ne tient pas les conférences de rédaction et qu'on donne la possibilité à chacun de monter son élément, c'est la porte ouverte aux dérives. Donc moi, je vais demander peut-être aux confrères, je sais qu'ils sont conscients de la situation, mais je vais leur demander quand même de redoubler de vigilance parce que c'est une période exceptionnelle. Il faut des dispositions exceptionnelles également. Absolument. Alors, avant de continuer, je voudrais rappeler aux amis téléspectateurs qui pourront commencer à participer à cette émission. N'oubliez pas, c'est juste si vous avez des préoccupations par rapport à la régulation des médias par l'ARAC, de manière générale en période électorale également, vous pouvez nous appeler sur le 98 80 93 111 pour pouvoir être en direct sur ce plateau. C'est bien le 98 80 93 11. Marius de Suyovo, il y a un élément important des médias qui n'est pas encore pris en main par l'ARAC, ce sont les médias en ligne. On n'arrive pas encore à les maîtriser, à les réguler. Est-ce qu'on ne doit pas avoir plus peur de ces médias-là? Ah oui, il faut avoir peur de ces médias parce que le régulateur ne les contrôle pas. Vous savez que notre code de l'information, a opté pour le régime de l'autorisation. Ouais, ce qui, ma foi, est une hérésie, mais c'est ainsi. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait des médias qui soient autorisés, des médias en ligne qui soient autorisés. Donc, on peut considérer que ceux-là sont dans l'illégalité. Est-ce que vous voyez? Donc, le régulateur qui n'a pas pris une décision, vous le voyez en train de réguler ces médias-là, c'est compliqué. Mais il se fait que ces médias sont une réalité. Absolument. Sont une réalité. C'est difficile. Bon, je ne sais pas ce que la HAC peut faire si elle ne les a pas autorisés. Si elle avait envisagé de les réguler, elle aurait pris la décision pour pouvoir, autoriser ces médias-là. Mais on sait également, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas que la HAC ne veut pas. C'est parce qu'actuellement, elle ne peut pas. Est-ce qu'elle a les moyens de pouvoir le faire? Je sais qu'entre-temps, il y a quand même un communiqué qui est passé pour demander aux promoteurs de ces médias de déposer des documents pour se faire un peu légaliser exactement par rapport à leurs activités. Oui. Oui, vous savez que dans le code de l'information, ce qui bloque la HAC en réalité, c'est qu'il y a des dispositions qui impliquent que la HAC aille vers d'autres structures pour avoir certaines informations. La CEP. Voilà. La CEP, même également le ministère de l'Intérieur, parce qu'on a parlé d'enquête de moralité. Mais quand la HAC envoie les dossiers, qu'elle n'a pas de retour, elle ne peut rien faire. Elle a relancé plusieurs fois, mais il n'y a pas eu de retour. Qu'est-ce qu'elle fait? Or, le code, nous savons que c'est le code de l'émanation des journalistes. Pourquoi est-ce qu'on a tenu à mettre ces dispositions qui entravent même, le régime de l'autorisation? C'est à eux de nous dire pourquoi. Je ne sais pas. Jacques Agalaro. C'est vrai que c'est inquiétant. On est dans une société de consommation, bon voilà, et du coup, chacun a envie de participer à la messe, participer à de la surcommunication, et surtout que les médias sociaux, les réseaux sociaux, à un moment donné, on fait de tout le monde journaliste, on fait de tout le monde communicateur, et surtout qu'on est aussi dans une société de rumeurs, on est dans une société de surinterprétation. On est dans une société de mimétisme parfois. Donc du coup, on n'a pas aussi été suffisamment éduqué à ces outils, à ces outils-là. Et c'est vrai qu'il y a un code du numérique, il y a un certain nombre d'outils qui actuellement tentent de maîtriser un peu la situation, le temps que l'institution RAC arrive à avoir une emprise, n'est-ce pas, sur ces éléments-là. Mais je crois que ça montre encore une fois comment l'intérêt pour chacun de nous est
d'accélérer ou d'adopter le registre des réformes, des transformations, parce que la société évolue, des dynamiques se créent autour de nous. Vous savez, il y a sur 5 Béninois, peut-être 3 vont passer d'abord sur les réseaux sociaux avant de se retrouver devant le journal télévisé, avant de se retrouver à la radio. Donc, on consomme beaucoup. Et vous savez que le taux d'information que vous consommez arrive à déterminer un petit peu la manière dont vous abordez un autre outil de communication, un autre instrument de communication. Si tu as entendu, si tu as lu sur 10 réseaux sociaux ou bien sur 10 plateformes, n'est-ce pas, digitales, une même information, tu as tendance à systématiser ça comme une vérité en soi. Et ça te prédispose maintenant à accueillir l'information qui vient peut-être cette fois-ci d'un prophète émotionnel. Donc ça brouille, ça crée des bruits, ça, et à la limite ça pollue l'environnement, n'est-ce pas, d'appréhension. Donc c'est compliqué aujourd'hui, mais encore une fois, on est obligé d'utiliser les moyens qu'on a actuellement, les outils qu'on a actuellement à notre disposition. Mais après aussi, parfois, c'est des collègues à vous, journalistes, qui parfois aussi côtoient ces raisons. À un moment donné, il faut quand même si une institution comme la RAC n'a pas encore réglé ça, mais je crois que chacun doit être égoïste sur sa corporation, sur son métier, et peut-être aussi faire une sorte de vigie, cette sorte de veille, parce que ceux qui font ces choses-là, parfois aussi prennent de l'information quelque part et diffusent aussi quelque part. C'est un problème pour nous tous. Le temps que les institutions les règlent, on doit tous faire de ça une responsabilité individuelle et collective, parce que ça peut venir de là, ce qu'on souhaite. Ce qu'on ne souhaite pas. Marie-Charles Mainé, vous avez une proposition quand vous voyez, vous analysez un peu la manière dont fonctionnent ces médias en ligne? Non, une proposition, c'est trop dit. Je constate, comme tout le monde, que pour le moment, on n'arrive pas à réguler cela. Et que, bon, il y a un début de régulation, puisque au moins la justice s'en saisit de temps à autre. Oui. Qu'avec le temps, on finira par peut-être trouver la bonne solution. Je dis bien la bonne solution. Parce que personnellement, en tant que régulateur, il y a quelques années, je me refuse carrément à réguler les médias sociaux. Parce que pour moi, oui, simplement parce que ce n'est pas de l'information. Imaginez... Oui, mais le peuple consomme, les d'accord, le peuple consomme. Le peuple n'est pas censé connaître ou faire la part des choses entre l'information et le déchet qu'on livre. Vous voyez peut-être une dame sur une moto ZEM accidentée, on prend la photo, on balance ça avec son bébé au dos. Pour moi, ce n'est pas de l'information. Donc, un journaliste professionnel ne peut pas livrer une information brute comme ça. Ce n'est pas possible. Or, c'est ce qu'on a aujourd'hui, les faits divers qu'on a sur les réseaux sociaux. Déjà qu'on a du mal à réguler ce qui est officiel, ce qui est connu, les médias, la presse écrite, les radios, les télés. Pourquoi alors se hasarder pour aller dans un domaine qui nous échappe tous? La CEP, le ministère de la Communication, la RAC, vous voyez que déjà le circuit est long. Pour que, réguler, c'est être parfois proactif, d'avancer les choses pour que ça ne déborde pas. Bon, dans ces conditions, il vaut mieux qu'on réfléchisse. Les tests existent, mais il reste le mécanisme qu'il faut pour son efficacité. C'est parce qu'on n'arrive pas à le faire aujourd'hui que la justice, de temps en temps, nous montre quand même qu'elle est là. Parce que dans une société normale, à des moments donnés, il faut montrer que nul ne peut être au-dessus de la loi. Donc, de temps en temps, la justice essaie de faire ce travail en attendant qu'on trouve la bonne solution. Très bien, on espère donc que la bonne solution sera trouvée par les institutions en place. Je voulais juste rappeler le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler en direct sur cette émission. C'est bien le 98 80 93 111, le 98 80 93 111. Marius Dosuyovo, il y a toujours par rapport aux réseaux sociaux, est-ce qu'il ne faut pas également penser, disons, à une sensibilisation profonde? Parce que de toute façon, c'est ouvert à tout le monde, que ce soit enfant, que ce soit, surtout quand on a accès, bien sûr, à un téléphone Android, l'information, ça ne choisit pas vers qui elle va. Oui,
il y a lieu de faire quelque chose, ça a été dit. On parle d'éducation aux médias et à l'information. Mais ce n'est pas du rôle du régulateur, ça il faut que je vous le dise, parce que le régulateur n'est pas fondé à réguler les réseaux sociaux. Mais il peut réguler les médias en ligne autorisés et qui sont animés par des professionnels, des journalistes professionnels. Donc des médias avec une ligne éditoriale claire. Parce qu'il faut faire la part des choses. Bien sûr. Oui, les réseaux sociaux, on ne les régule pas, mais ça n'empêche pas que dans sa mission, à travers les MI, l'éducation aux médias et à l'information, que la HAC s'intéresse à ces médias-là. Leur parle, leur dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est vrai, ça a été dit tout à l'heure, là, ils font de l'information. Le relais de, comment dirais-je, des rumeurs et autres, est-ce que c'est de l'information professionnelle? Parce que c'est ça aussi le rôle de la HAC. Donc je pense que ce ne sera pas seulement du ressort de la HAC, mais je vais dire de toutes les structures qui se retrouvent impliquées dans cette élection-là. On doit parler aux citoyens, parce que là, il ne s'agit plus des journalistes, il s'agit de tous les kidam. Il s'agit de tout le monde. Voilà. Que ce soit des parents, des enfants, etc. Il faut leur dire que pendant ces périodes-là, je pense qu'il y a des communiqués qui passent déjà. Il y a des gens qui, la dernière fois, j'étais avec un spécialiste et nous avons fait une activité sur la déconstruction, d'accord, des infox comme facteur de paix. Nous avons eu à faire cette activité-là et il a fait pratiquement tout le pays. Vous voyez. Donc, je pense que c'est comme ça, la main dans la main, que nous pouvons arriver, comment dirais-je, à parler à nos parents, à nos enfants, et que l'étincelle ne vienne pas par eux. Jacques Aguilar-Lafo. Oui, je suis d'accord et je poursuis en disant que il ne faut pas en demander au-delà, n'est-ce pas, des capacités d'une institution ou d'un individu. Et il ne faut pas aussi penser que les questions de régulation sont des questions qu'on peut... parce que quand quand la régulation à un moment donné saute un peu les verrous et entre un petit peu dans un espace qui est considéré quand même qu'un espace privé, vous pouvez vouloir réguler et créer d'autres problèmes. Ça peut arriver tout et tout. Donc, je pense qu'il faut comprendre qu'une institution ne fait que véhiculer les principes et les règles du jeu. Le reste, c'est une responsabilité individuelle et collective. C'est pour dire quoi? Que autant, comme l'a dit un peu le doyen, à la limite, c'est que tout le monde pense jouer le rôle d'informateur, de communicateur, mais ça veut dire que le secteur est challengé. Il ne faut pas avoir peur de dire que le secteur est challengé. Avant de vous laisser continuer, si je ne me trompe pas, nous avons un téléspectateur en ligne. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais vous demander d'éteindre carrément votre poste récepteur ou de vous en éloigner pour nous permettre de bien vous recevoir ici. Présentez-vous s'il vous plaît et quelle est votre préoccupation? Bonsoir madame. Oui. Vous pouvez parler un peu plus fort pour qu'on puisse vous entendre? Oui, c'est moi, c'est Charles Dayon. Charles Dayon. Oui. On vous écoute, monsieur Dayon. Ok, ma préoccupation. Eh bien, il nous a quittés. J'espère que vous allez pouvoir nous retrouver dans les prochaines minutes, Jacques Aguiar. Donc, je disais que c'est aussi révélateur quand même, je ne dirais pas d'une baisse de performance, mais d'une demande beaucoup plus élevée, beaucoup plus contrastée au niveau du public. Ça veut dire que et on en demande peut-être plus aux journalistes, on en demande peut-être de diversifier autrement un peu le contexte. Parce que ceux qui consomment ce produit-là, il y a déjà la volonté de consommer. Ça veut dire que il faut peut-être voir un petit peu comment répondre, n'est-ce pas, aux besoins de consommation des gens sans les exposer un petit peu à tout ce qui constitue un petit peu du déchet, comme le dit le doyen. Donc, plus les gens se tournent vers les réseaux sociaux, vers les médias en ligne, plus ça en demande, n'est-ce pas, aux journalistes un peu d'occuper ces espaces-là d'une autre manière pour être plus proche, pour répondre beaucoup plus peut-être. Chers téléspectateurs, bonsoir.
Amis téléspectateurs, vous êtes en direct sur l'émission. Bonsoir, vous nous recevez? Apparemment non, parce que nous n'arrivons pas à le recevoir. Apparemment, on n'aura pas... Il nous reste quelques minutes. Jacques Aguialaro, si vous avez... Oui. Bon, non, en fait, c'était juste ce que j'allais dire pour dire tout simplement que on vit une situation où on a certainement besoin d'élargir l'assiette, n'est-ce pas, de la presse pour faire un clin d'œil à certaines personnes, parce que quand les gens ne trouvent pas forcément tout ce qu'ils veulent, parfois ils vont dans tous les sens là, dans cette affaire d'éducation. Très bien. Richard Maïndé. Je pense que c'est notre société qui est comme ça. À vouloir élargir l'assiette, on risque d'avoir du poisson, de crabe, de crevettes, on aura tout. Aujourd'hui, celui qui est censé donner l'information au Bénin, c'est le journaliste. Oui. Et un journaliste, celui qui est détenteur de la carte de presse délivrée par la HAC. Un quidam sur son média qui donne une information, s'il n'est pas détenteur de la carte de presse, pour moi, il n'est pas journaliste. Donc, le régulateur n'est pas censé s'intéresser, c'est le juge qui s'occupe de son cas. Il semble que les couloirs sont bien tracés. Au point aujourd'hui, si quelqu'un pose un acte sous prétexte qu'il veut donner de l'information, il en assume totalement cet acte-là. Donc voilà en réalité tel que nous sommes, en tout cas là où nous en sommes aujourd'hui. Oui, les choses mises comme ça vous vont en quelque sorte pour l'instant. Pour l'instant, puisqu'on n'a pas trouvé une meilleure solution. En attendant de trouver une solution, il vaut mieux au moins se contenter de ce qu'on a pour que ça ne ressemble pas à une république, en tout cas à la jungle où le plus fort sera toujours le plus fort. Une république où certains se diront qu'ils sont au-dessus de la loi et que leur liberté n'a pas de limite. Ce serait de l'anarchie. Donc voilà, au fait, là où nous en sommes, c'est vrai, on aura des efforts à faire pour que tout le monde se retrouve dans ce concert. Mais tout le monde ne peut pas être tout le monde aussi. Ça, Oui, il vaut mieux faire la part des choses. En fait, c'est quoi en fait en tout cas mon approche un peu du problème, c'est que vous avez des gens qui veulent consommer de l'information, qui veulent consommer la communication, tout et tout. Vous avez des gens qui sont des professionnels et qui ont des espaces autour qui sont des espaces réservés au métier. Donc la rencontre entre le consommateur de l'information et le journaliste, on a essayé de cibler ça. Mais vous avez un consommateur maintenant qui trouve un autre produit autour de lui, derrière lui, et qui est un produit vraiment qui n'est pas le produit communication-information, qui pollue le travail de l'autre. Finalement, est-ce qu'on fait l'analyse par rapport à celui qui pollue ou on fait l'analyse par rapport à celui qui veut consommer et qui, à un moment donné, c'est autorisé un petit peu une confusion dans ce qu'il faut consommer. Donc, je pense qu'il revient aussi à la presse de se dire que j'ai un public qui change, j'ai un public qui me réclame sur d'autres espaces. J'ai besoin aussi de l'accrocher sur ça pour que je ne crée pas un peu une brouille, n'est-ce pas, de repères, de références ou de champs pour lui. C'est compliqué de suivre le public, c'est compliqué de suivre celui qui veut être informé parce qu'il peut vous emmener n'importe où. Exactement. Mais c'est aussi besoin un peu de l'écouter et voir un peu s'il consomme du mauvais produit, c'est parce que d'abord il veut consommer et il a un espace de consommation et il veut que vous occupez cet espace-là que l'espace que vous avez adopté. Très bien. Alors, Marius de Survaux, pour vous, disons, pour résumer, quelles sont les bonnes pratiques à adopter en cette période, en espérant bien sûr que nous allons pouvoir avoir au moins un téléspectateur avant de clôturer cette émission. Nous n'avons que quelques minutes. Puisqu'on parle du journaliste, oui, c'est de demander aux journalistes de respecter le code de déontologie. Tout est là. On a parlé de 26 articles, mais quand on prend la décision de la HAC, on n'en a pas beaucoup parlé, malheureusement. Vous voyez, c'est une décision qui a deux grandes parties. On a parlé des généralités. Les généralités, c'est le rappel, d'accord, des règles et principes de déontologie. Et maintenant, dans la seconde partie, on parle de la campagne médiatique officielle. Oui. Donc, ce qui est demandé aux journalistes, c'est de respecter le code de déontologie, les règles de déontologie et peut-être, à certains moments donnés, d'éthique. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on a parlé d'argent tout à l'heure, donc le journaliste doit également faire attention à ce niveau-là. Voilà ce que je peux dire. Marie-Charles Maïndé. Oui, personnellement, je n'ai pas du tout. Eh bien, le téléspectateur est là. Bonsoir, cher téléspectateur. Comment allez-vous? Très bien, merci. Est-ce qu'on peut intervenir dans l'émission? Pardon?
Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, votre nom s'il vous plaît et votre préoccupation. Je demandais si on pouvait intervenir dans l'émission vu que vous êtes à la fin. Bien entendu, c'est justement pour ça que le numéro est sur votre écran. Quel est votre nom s'il vous plaît? Je m'appelle Polycarpe Bakay. On a beaucoup du mal à vous écouter, mais allez-y à votre préoccupation. Vous nous recevez plutôt. Oui. Toujours un problème de... Inviter tous les Béninois. Sûrement. Oui, personnellement, je n'ai pas d'appréhension par rapport à la période de campagne. Et la RAC a fait son travail. Le rappel est nécessaire. Et je pense que les professionnels des médias aussi feront leur travail. Ils en sont conscients. Et sur ce point, je pense que les résultats nous prouveront si nous nous sommes trompés ou pas. La RAC a fait son travail. Il reste aux professionnels des médias de suivre ces instructions-là pour que ce ne soit pas eux les détonateurs. Mais les professionnels des médias, je suis convaincu de ça, ils feront également leur travail. Très bien. Je vais en même temps profiter pour prendre votre mot de la fin parce qu'on me fait signe déjà de l'autre côté. Mon mot peut-être de la fin, c'est qu'il faut respecter les règles déontologiques et que chacun puisse conjuguer le verbe de la paix. Parler aux siens. Si les journalistes peuvent faire bien leur travail, je pense que c'est leur contribution à la paix. Jacques Aguilarou. Non, je voudrais tout simplement inviter les uns et les autres, notamment les journalistes, à savoir que à certains moments de la vie d'un peuple, qu'ils apparaissent comme le pouvoir le plus sensible. Ils ont entre leurs mains des armes et ils ont aussi entre leurs mains le destin d'un peuple. Et après, il faut peser un peu sur ce destin-là et faire des choix pour des choix qui nous permettent à tous, après les élections, de faire le bilan et de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, il faut qu'on soit là pour faire ce bilan-là et je pense quand même qu'ils vont réussir à faire le travail pour lequel chacun d'eux s'est donné à ce métier et vivement qu'il soit très bien inspiré et qu'il y ait très peu d'intolérance à ce niveau. À ce niveau. Marius Dossio-Ovo. Je dirais la même chose que les autres. Faisons confiance aux journalistes. Ils savent que cette période est importante. Ils savent que cette période a des exigences. Et je reste convaincu qu'ils vont respecter ces exigences-là. Merci à vous, chers invités, d'être venus discuter donc de cette thématique avec nous en plateau. C'était bien les médias et la réglementation de la RAC. Je rappelle que j'avais un invité ce soir, Marius Dossio-Ovo. Il est ancien secrétaire général adjoint de la RAC. Merci, M. Dossio-Ovo. Jacques Aguilarou, sociologue, qui était également avec nous. Marie-Richard Maïndé, ancien conseiller à la RAC. Merci également à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée en invitant tout simplement, comme les invités l'ont dit, chaque journaliste à l'adoption, à la relecture donc du code de déontologie qui doit rester le repère de chacun d'entre nous. Excellente soirée à vous et bonne campagne à tous. Merci.